c'est pas déjà c'est conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, de ma part aussi. Merci Tatiana pour, pour avoir porté tout ce projet depuis le début. En effet, on avait envie, je pense, après le début de discussion amorcé la semaine dernière lors du vernissage en compagnie de Radu Joud et de Anastasia Eleftheriou, de prolonger un petit peu cette discussion théorique, d'accompagner donc cette installation de Radu un peu plus en détail. D'autant plus qu'il s'agit d'une première dans sa carrière, dans sa pratique. C'est la première fois qu'il qu'il franchit ce pas vers le white cube, comme on dit, de la galerie. Lui qui jusqu'alors a été plutôt concentré sur le dispositif classique de la salle du cinéma en tant que praticien. Cela dit, bon, on sait tous, toutes ici, je pense que son œuvre accueille, invite des pratiques artistiques de toutes sortes. Elle se fait un peu voilà, à la croisée de plusieurs traditions, de plusieurs disciplines. Donc c'est aussi intéressant de l'envisager de ce point de vue-là. D'abord, merci aussi à Elodie Tamayo, historienne de cinéma, critique notamment au Cahier du cinéma, enseignante aussi, et à Dorx Abignan, professeur, théoricien du cinéma et des images en général, de nous accompagner. Je suis très content, je sais que mes invités sont bien préparés, j'ai pu le constater, donc je vais diriger, je pense, le moins possible ces discussions. Je vais juste recueillir un peu vos remarques préliminaires par rapport à effectivement ce geste de déplacement, de transfert, de dislocation des images depuis la salle de cinéma, puisque Sleep 2 a été initialement conçu comme œuvre de cinéma qui se voit dans des salles notamment, qui a eu sa première en 2024 au Festival de Locarno, et donc qui apparaît ici dans une autre version, dans un autre format qui bouleverse un peu la perception en fait, de l'œuvre et qui invite à d'autres questionnements. Donc peut-être oui, partir des impressions initiales comme ça. Peut-être que ce qu'on peut rappeler au préalable, c'est qu'en effet, quand on voit le film, avant peut-être de parler de l'exposition, parmi les choses qui frappent, c'est précisément le référent cinématographique, et notamment depuis le titre, puisque Sleep 2, dès son titre, ça se pose comme une sorte, si ce n'est de remake, du moins de continuité de l'œuvre de Warhol depuis Sleep en 1963, mais on peut aussi penser à Empire, qui est un dispositif un petit peu similaire de filmer en plan fixe la succession d'états d'un paysage, en l'occurrence l'Empire State Building, où on peut penser aussi à Beauty Number 2, où le Sleep Number 2 pourrait peut-être aussi faire écho à ce titre-là, qui à nouveau a comme point de départ de filmer un intervalle de temps autour d'un lit, donc ici une sorte de lit funéraire qui pourrait prolonger le geste de Beauty Number 2. Du coup, il y a tout ce référent cinématographique dans le dialogue direct avec l'œuvre de Warhol, mais plus largement dans ce dialogue aussi autour du cinéma comme art de mesure et de recomposition du temps et d'expérience de la durée, qui se pense différemment une fois qu'on est exposé et diffracté autour de 4 écrans. Oui, merci pour l'invitation d'abord, et merci pour l'organisation, Tatiana, parfaite depuis le mois de juillet, et à Victor pour son invitation également. Non, moi j'ai effectivement ces deux expériences forcément différentes. Moi je n'ai pas vu le film au cinéma, je l'ai vu sur mon ordinateur avec mes écouteurs. Donc avec une immersion relative, même si justement le fait d'avoir les écouteurs
permet d'être dans le son du film, qui est voilà, un peu dégradé fatalement là, parce que voilà, le son a été un petit peu baissé pour notre discussion. Et voilà, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir un peu la nécessité aussi de passer dans l'espace du musée ou de la galerie. Alors c'est vrai qu'on est dans un moment plutôt d'accalmie, si je puis dire, dans les expériences de cinéma exposé ou d'exposition, puisqu'il y en a eu beaucoup dans les années 2000, 2010. J'ai l'impression que les cinéastes qui passent le pas, disons, dans la mise en espace de leur cinéma, c'est un geste qui est peut-être moins fréquent, moins systématique, même si voilà, on a eu la grande exposition de Vera Setacool au Centre Pompidou en 2024. Mais donc voilà, moi je trouve ça intéressant que ça soit Radu Jude aussi qui fasse ce geste-là, parce que c'est aussi quelqu'un qui, tu l'as dit Victor, hein, qui questionne beaucoup voilà, d'autres régimes d'images en mouvement et les conditions dans lesquelles aussi ces images-là nous arrivent. Hein, ça peut être, il y a les téléphones et puis la télévision aussi. Je trouve que c'est un cinéaste qui la télévision est très présente. C'est peut-être parce qu'il est roumain, je ne sais pas. Vous avez connu une télé-révolution, comme disait Serge Danet, donc peut-être que c'est lié aussi à ça. Et donc moi j'étais très curieux de voir, j'ai imaginé en fait l'installation dans laquelle on est aujourd'hui avant de la voir. Et je me disais, tiens, comment est-ce que c'est des téléviseurs, est-ce que c'est est-ce que c'est des écrans plats sur les murs, voilà. Et donc voilà, du coup il y a le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais il est structuré en 4 saisons, donc devant la tombe d'Andy Warhol et de sa famille, la famille Warhola. Donc voilà, un peu comme c'est Radu Jude justement qui disait hein, que c'était un peu la télévision, comme une espèce de pierre tombale également, hein, ces quatre écrans là comme ça. Et puis moi je me demande toujours, voilà, donc quand un artiste comme ça, un cinéaste fait le pas d'être dans la galerie, je me demande toujours de comment il interagit, il interfère avec l'environnement. Ça peut être le sol, ça peut être aussi les autres, ça peut être les fenêtres, les vitres, les portes, puisque les cadres, effectivement, les écrans sont beaucoup plus petits que voilà, l'expérience que l'on peut faire au cinéma. Et donc voilà, ça c'est comment ça interagit aussi avec l'extérieur. Voilà, donc là c'est un enregistrement en vidéo caméra de Earthcam. Donc c'est comme un dispositif de surveillance en fait qui est là dans cette c'est à Pittsburgh, hein, c'est le cimetière de Pittsburgh. Donc je me demande toujours comment voilà, ça interagit avec ces éléments architecturaux de l'espace dans lequel on se trouve, mais aussi avec le dehors, parce que c'est quand même le film-galerie, c'est quand même très singulier comme espace. Il y a vraiment voilà, il y a le calme ici de la tombe, mais il y a aussi voilà, le désordre de la rue, quoi, la rue du Faubourg Saint-Martin. Et moi j'avais été marqué, j'avais eu la chance de la voir, cette exposition. Avec l'exposition, j'ai prévu un PowerPoint très très archaïque avec 6 images, donc, avec l'exposition de Jean-Luc Godard, Voyage Utopie en 2006. Et j'étais très curieux de savoir si Radu Jude, qui est un cinéaste très contemporain, allait interagir avec justement le contemporain d'une rue assez passante à Paris. Et là, on ne le voit pas trop ici, mais ici au centre de cet espace, donc là c'est la galerie sud du Centre Pompidou, Jean-Luc Godard avait placé des écrans plats à l'horizontale, qu'il appelait les nouvelles tables de la loi, et vous aviez en direct Eurosport et LCI. Moi je l'avais vu au mois de mai 2006, et on pouvait voir Roland Garros sur Eurosport à l'époque. Mais surtout, en fait, Godard avait mis ces 2 écrans face à la rue. Il y a des panneaux blancs, comme des espèces de cimaises très artisanales, et puis c'était très suggestif, puisqu'en fait, il y avait le présent, le direct de la télévision, et le direct aussi de la rue, en fait. Et donc, il y avait un double temps réel, en fait, celui de l'information en continu, et puis le continu de la ville à l'extérieur. Et voilà, je vous en parle parce que en voyant le film, je me demandais, tiens, comment c'est pas vraiment un temps réel, parce que c'est assez heurté quand même, c'est un choix qui est fait par Radu Jude quand même, en fonction des saisons, en fonction des personnes qui sont là ou pas près de la tombe. Et j'étais très curieux de savoir si la galerie allait être fermée,
parce que moi j'ai vu les expositions ici, c'était assez fermé. Ou alors, voilà, on était dans une interférence avec le dehors. Voilà. Donc ça, bon, je ne sais pas du tout si Tatiana ou avec l'artiste, etc., c'est des choses qui ont été discutées en amont ou pas. Mais voilà, moi, c'est pour répondre à ta question, c'était vraiment à partir du constat que effectivement les deux expériences sont forcément différentes. Comment, malgré tout, on peut tisser des liens entre les deux. Voilà. Si je peux rebondir mais, sur cette question, notamment de la mise en situation du regard, qui est quelque chose qui est souvent en effet assez passionnant dans les films de Radojud. Ici, je trouve qu'il y a quelque chose en effet de très littéral, mais du coup aussi très amusant, qui est celui de non seulement de la ressemblance possible entre ces écrans et une stèle ou une pierre tombale, mais très concrètement et très bêtement le fait de regarder quelque chose qui est au sol, enfin du coup de baisser le regard comme quand on est au cimetière. Et ce qui me paraît d'autant plus intéressant que quand on voit le film et si on a la curiosité, et j'imagine que le film se prête aussi à ça, c'est d'avoir la curiosité ensuite d'aller voir l'interface EarthCam, il y a justement cette idée que c'est EarthCam, quoi, donc un regard de la Terre, depuis la Terre, et qui en fait est complètement hors sol, parce que cette interface EarthCam, c'est plutôt des vues en général zénithales, vues du ciel, de tout un tas de paysages, et ici donc il y a une façon finalement de venir ancrer et de davantage peut-être même prendre à bras le corps cette idée non pas seulement d'une EarthCam mais d'une GraveCam, quoi. Et c'est vrai que ça c'est peut-être un hasard, mais c'est intéressant peut-être ce qu'on se raconte en tant que spectateur ou visiteur d'exposition, mais le sol goudronné participe aussi, on peut fantasmer un peu l'idée d'un effet cimetière ou funérarium, et il y a aussi le décor urbain qui renvoie au son qu'on entend constamment dans le film, où autour du cimetière, en fait, il y a des sons incessants de voitures, et ce qui rappelle aussi, je trouve, d'autres expériences de films de Radojud où en fait, l'expérience du recueillement et du deuil est constamment télescopée par des univers urbains qui viennent dégrader le rituel. Et donc, d'une certaine façon, l'ouverture de la galerie sur une rue passante, ça permet, je trouve, de prolonger cette sensation. Et je pense à ça notamment parce qu'il y a plusieurs films de Radojud où il y a des moments, des instants où on bascule du côté d'un rapport, je ne sais pas si on peut dire ça, mais aux médias funéraires, la tombe comme média d'une certaine façon, ou en tout cas aux arts funéraires comme des arts médiatiques. Et notamment, je pense à une scène de N'attendez pas trop de la fin du monde, où dans le funérarium, il y a une copie de Fayoum qui est ces tableaux, vous savez, qui sont normalement censés représenter le visage du défunt, qui doivent être à même le sol. Et là, non seulement c'est une copie, mais en plus elle est punaisée n'importe comment sur un mur blanc, donc elle est complètement délocalisée. Et du coup, ça me paraît intéressant de réancrer au sol des écrans qui font stèle, mais aussi du coup des stèles qui font écran ou qui font média. Je pense aussi aborder une autre question qui est très littéralement cette question de la circulation des images qui ont déjà été une première fois appropriées pour le film. Depuis ce flux ininterrompu où, comme vous avez dit, il y a eu des coupes, il y a eu des choix de montage, etc. Donc ce n'est peut-être pas anodin en fait que ce geste, cette exposition intervient dans ce contexte aussi d'hypervisibilité, bien sûr. Et je me demandais comment vous voyez en fait cette réappropriation, mais aussi on va dire, cet obstacle en quelque sorte fait au flux d'images en soi. Dans la mesure où, bien sûr, avant d'aborder l'image comme expérience sensible, dans la mesure où, bien sûr, ce qui est mis en jeu, c'est aussi un regard de surveillance, entre autres hypothèses possibles. Donc, voilà, le fait que c'est un film de found footage, c'est un film en cinéma de secondement, pour reprendre l'expression de Christa Bluminger, donc c'est un film fait aussi dans une économie assez radicale de moyens. C'est un desktop document en soi.
Donc voilà, peut-être pour parler aussi un peu de cette dimension de l'imagerie du film. Oui, alors c'est des images effectivement préexistantes que l'on peut d'ailleurs. Alors moi j'ai pas réussi, mais Elodie a réussi à retrouver ce flux d'images, comme tu le dis. Voilà, une citation très importante ici de Warhol en exergue du film. La plus belle chose dans la vie, c'est d'être mort. J'y reviendrai d'ailleurs si on a le temps. Oui, donc c'est effectivement, vous pouvez retrouver ces images de Earthcam sur le site de la Fondation Warhol. Voilà, moi je ne l'ai pas retrouvé, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, mais elles existent. Et voilà, pour répondre à la question de la réappropriation, je pense que c'est important aussi d'évoquer la question de la durée finalement, parce que le film dure 1 heure. Voilà, il est divisé en 4 parties, pas du tout avec des indications printemps, été, hiver, automne, mais enfin il y a les 4 saisons, d'où les 4 écrans ici. Le film dure 1 heure. Et moi, quand j'ai vu le film, c'est passé très très vite, en tout cas. Si on pense à la durée de Sleep de Warhol, c'est 5h21, donc c'est beaucoup plus allongé comme temps, c'est une durée beaucoup plus longue. Donc je pense que le geste de la réappropriation a un sens pour moi, s'il nous amène à nous intéresser à des détails, à des micro-détails, micro-événements. Et en ce sens-là, pour ma part, en tout cas, si je compare les deux expériences, l'expérience de film est beaucoup plus forte en ce sens-là, parce que là, on a un phénomène de distraction, de vision périphérique qui fait qu'on est beaucoup moins concentré. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, hein, que l'exposition est moins bien. Et donc, voilà, un des gestes, je pense, de la réappropriation, ça consiste à mettre en avant tous ces détails de vie, en fait. Parce qu'on est dans un lieu de mort, enfin qui célèbre les morts, mais il y a un nombre d'éléments du quotidien. Hein. Il y a les personnes qui travaillent au cimetière, qui refont, qui jardinent, etc. Il y a des personnes qui font de la musique, de la guitare, il y a des pique-niques aussi en famille. Il y a un père qui vient avec son fils, et puis il y a des animaux qui passent. Je pense qu'il y a un lien aussi entre surveillance et animalité aussi dans l'art contemporain. J'avais pensé aussi en voyant le film à ceci, une installation de Bruce Nauman qui s'intitule le Mapping de Studio, et Bruce Nauman avait, j'ai pas le temps de développer, c'est une installation assez complexe avec un chromatisme aussi par écran, par diffusion en tout cas. Et donc c'est son atelier enregistré 24 heures sur 24, et en fait vous avez régulièrement des rats qui passent dans l'atelier, la nuit en tout cas. Et donc en fait en même temps que découvrir les œuvres comme ça, presque en infrarouge de Bruce Nauman, on a aussi des éléments comme ça accidentels en fait qui traversent. Et donc je pense que voilà, dans le contexte que tu as rappelé, hein, les images qui existent déjà de surveiller, enfin en tout cas on ne surveille pas, peut-être qu'il faudrait voir d'ailleurs l'usage de la Earthcam ici, mais là elle est focalisée sur la tombe de Warhol. Pour moi ça a vraiment un sens au regard de ces micro-événements, et je pense que le film aurait pu durer beaucoup plus longtemps, parce que si on lit les témoignages des personnes qui ont vu Sleep, ils disaient voilà, que là aussi les 5 heures peuvent passer assez vite, en fait, paradoxalement. Puisque en fait, à un moment on est pris, moi au bout de 15 minutes j'étais totalement pris dedans, et je voulais pas qu'on m'interrompe, parce que j'étais dans cette attention, dans cette surattention aux détails, en fait. Y compris climatique, puisqu'il neige, il pleut. Tu as parlé aussi du son hors champ, très important, effectivement, les voitures qui passent. Donc voilà, pour répondre spécifiquement sur là aussi la nécessité finalement de faire un film comme celui-ci. C'est aussi, maintenant que vous le dites, le fait que le dispositif cinématographique favorise ou même conditionne un certain type d'attention. Donc il y a déjà un premier geste de transfert. Donc finalement, voir ce film sur un ordinateur, c'est le voir depuis son lieu d'origine, puisque ces images ne peuvent être consultées initialement comme ça, en fait. Et c'est peut-être à partir du premier geste de la projection dans une salle que aussi, bien sûr, ce regard permet de s'accomplir encore plus
ce regard typiquement cinématographique qui est plaqué là sur des images essentiellement non cinématographiques. Ouais, peut-être à nouveau pour rebondir sur ce qui a été dit, notamment sur cette idée que le réemploi prendrait sens dans l'attention aux détails. Il me semble que c'est quelque chose qui est repérable en effet aussi dans des précédents gestes de Radoujou, notamment dans la façon dont il avait pu insérer dans N'attendez pas trop de la fin du monde une sorte de geste de found footage en montant en parallèle son propre film avec un film des années 80 dont j'ai oublié le titre, on m'excuse. Angela Merci. Mais donc non seulement il insère des extraits de ce film, mais il en ralentit certains moments. Et il expliquait dans une interview qu'il le ralentissait aussi pour qu'on puisse être attentif à des détails qui avaient pu échapper à la censure, parce que le film, quand il défile à sa vitesse naturelle, faisait en sorte qu'on ne voit pas certains éléments, type des personnes d'une extrême pauvreté à l'arrière-plan, et qu'une fois qu'on zoome, on se rend compte que ça pourrait être des éléments censurables. En fait. Donc bref, tout ça pour indiquer qu'il y a une continuité en effet dans les gestes de Radoujou de travailler le réemploi et cette question du détail, il me semble. Mais plus spécifiquement pour ce projet, ce qui m'a interrogée, mais à nouveau c'est télescopé par le fait que j'ai eu la curiosité d'aller voir le site. C'est que le site Earthcam travaille vraiment à événementialiser l'enregistrement en continu des images avec des petits bandeaux qui font penser à des interfaces de télévision ou à du stream internet, parce qu'il y a un gros panneau avec marqué live en rouge, ou bien stream H24, et là on peut séquencer heure par heure ce qui s'est passé dans la journée. Et du coup ça m'a interrogée et intéressée que finalement Radoujou n'utilise pas ces éléments dans son propre film. Il n'y a pas ces mentions de la temporalité live, il n'y a pas la mention de la temporalité du stream H24. Mais en revanche, ce qui me paraissait finalement jouer d'une attention ou d'une tension similaire entre ces différents éléments, c'est qu'il y a une dimension quasi ironique ou étrange en fait à travailler des mots comme live ou comme stream qui demandent normalement des événements hyper concentrés. Quand on veut du live, on veut un événement, un minima, un anniversaire, ou quelque chose qui rythme en fait, un D-Day ou une heure clé, un moment clé, une action clé. Et là, ça m'intéresse beaucoup qu'au final, ce live, dans la plateforme initiale et dans le film de Radoujou, finalement, il se concentre sur du quasi non-événement, sur du micro-événement, sur des temporalités qui, a priori, ne font pas événement. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Un autre aspect que je voulais peut-être aborder avec vous concerne vraiment la texture de l'image, on va dire, puisqu'il y a une vraie conception de l'image comme réalité sensible, je pourrais dire, comme très pixelée, bien sûr, résultant d'un appareillage assez pauvre qui n'est pas du tout conçu dans une visée artistique ou même, si on veut, poétique par aberration et par accident, mais qui, encore une fois, se trouve mobilisé dans ce sens-là par ce transfert, par ce réemploi. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, et c'est bien sûr aussi la référence à Warhol, c'est que le film travaille à la fois dans le côté primitif du cinéma et du dispositif, de la mise en scène, mais aussi du visible en fait, où parfois ça devient à peine regardable ou à peine discernable, ça devient très abstrait la nuit par exemple, perdu dans un modèle qui se pixelise, qui se liquéfie comme ça. Donc à la fois le primitif et le conceptuel, vraiment on est sur une tension, je dirais, entre ce qu'on peut percevoir aussi comme
un regard vers les débuts du cinéma, si on veut, notamment des plans la nuit, dans ce plan d'ensemble avec les croix dans le cimetière, c'est assez parlant. Mais aussi, voilà, ouvrant vers cet espace conceptuel de la galerie que Warhol aussi avait travaillé, avait questionné à son époque. Donc oui, peut-être recueillir un peu des pensées, des impressions à partir de cette texture de l'image. Oui, bon, je vais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est une expérience singulière, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout uniforme, cette expérience. On passe par différents moments et des moments de flottement. Effectivement, quand on ne reconnaît pas ce que l'on voit. Ouais, il y a des moments où il n'y a pas de reconnaissance, puisque l'image est presque abstraite, effectivement, notamment quand il neige, dans la partie hiver. Donc, et ce qui se passe, en fait, ça, les psychologues de la perception l'ont étudié, hein, mais c'est qu'il y a cette matière pixelisée crée une profondeur dans l'image. Donc ça, voilà, on a vraiment une image vraiment plate, quoi, pauvre, sale, etc. Qui, quand on prend le temps de regarder le film en continuité, voilà, on entre dans la matière de l'image, littéralement, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il y a une épaisseur de ce que l'on voit, et ça, c'est assez troublant. Après, ce que j'aimerais dire quand même aussi, c'est que par rapport à l'œuvre de Radoujou II, bon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais bon, j'ai vu pas mal ces derniers temps. Voilà, c'est la question de la mort, parce que Warhol était lui-même obsédé par la mort. Alors, si vous regardez les œuvres de la fin, c'est vraiment... il y a les têtes de mort, il y a la scène avec le Christ, etc. Donc il y a vraiment un nombre d'éléments qui renvoient et du coup Warhol, c'est le pape du pop art aussi, donc il y a le rapport à la culture populaire dont tout le monde le sait, qui est exacerbé chez Warhol, y compris chez Radoujou II. Et là on a un film totalement anti-spectaculaire, et ça sera intéressant de voir comment si ce film constitue une espèce de bifurcation dans l'œuvre, et aussi de quelle manière, quoi. Et voilà ce que tu disais sur l'espèce d'ascèse aussi, esthétique, formelle, me paraît vraiment suggestive, et presque, voilà, Élodie parlait d'ironie tout à l'heure, c'est aussi une sorte de contre-pied par rapport aux attentes d'un spectateur, spectatrice qui a l'habitude de voir les films de Radoujou II et qui tombe là-dessus, et je pense que ce contre-pied est vraiment travaillé, je pense, de sa part. Donc voilà, il y a une constellation ici d'attentes en fait qui sont déjouées par rapport au spectacle, par rapport à ce que l'on projette aussi sur ces artistes-là, Warhol et Jou II, qui sont complètement contrariés, quoi, disons. Pour moi, c'est une œuvre contrariée qui devient drôle par rapport à ça, quoi, si on prend dans l'ensemble un petit peu de l'œuvre de Jou II. Peut-être sur cette question de la matérialité de l'image et de la basse définition, j'ai l'impression que le film est en nettement plus basse définition que les images qu'on trouve sur le site. Et ça, en effet, ça m'a paru intéressant, je l'ai vu un petit peu comme ce que tu disais, Victor, aussi d'un travail qui à la fois va du côté du contemporain, parce qu'on voit très bien en effet que ce sont des images type vidéosurveillance. Il y a la mention du site de toute façon qui nous informe qu'on est dans des images du XXIe siècle, mais en même temps ça a l'air d'être un objet hyper contemporain et en même temps obsolète et archaïque. Il y a comme plein de couches comme ça de temps qui se télescopent à travers notamment le travail sur cette image qui renvoie plutôt à du numérique archaïque et ou même en effet à des effets qui peuvent renvoyer au cinéma de Warhol lui-même et précédemment encore à vraiment des toutes premières expériences de cinéma type Étienne Jules Marais, quoi, où il y a vraiment à travers la pompe de l'ombre et de la lumière et la saccade en fait portée par les pixels, un travail sur la décomposition du temps en fait qui est encore plus nettement sensible, je trouve, à travers cette question de la basse définition des images qui engage un autre rapport à la décomposition du temps et en particulier des micro-temps
des micro-variations lumineuses notamment, ce qui nous permet d'entrer dans ce monde du détail, mais aussi, et ça je trouve que c'est, enfin, en tout cas c'est un des éléments qui j'ai l'impression plaît aujourd'hui quand les gens voient des films de Radu Jude, c'est l'idée de rentrer dans des strates de temps qui cohabitent, mais qui parfois aussi sont conflictuelles ou qui sont complexes. Et là notamment, le temps fixe de la tombe face au temps lui-même permanent de la webcam qui enregistre en continu. Il y a comme une concurrence comme ça dans la permanence de deux boîtes qui mettent en conserve, quoi, si on veut être warholien. Donc c'est la tombe et la caméra, mais il y a en plus tous les autres temps qui cohabitent, donc les temps routiniers de ceux qui entretiennent la tombe, les temps événementiels des touristes, le temps des gens qui font peut-être partie de la famille et qui reviennent fréquemment, ceux qui viennent ponctuellement, ceux qui sont diffractés dans le temps en plus de la prise de vue parce qu'ils se prennent en selfie, le temps continu de la route et de la mécanisation du monde, le temps non humain des animaux, et donc c'est aussi, il me semble, toutes ces strates de temps d'une certaine façon qui se manifestent notamment par ce travail sur la basse définition. Alors, je me suis demandé en effet, c'est aussi en rapport avec ce qui vient d'être dit par vous deux, si l'emplacement de cette caméra permet d'une façon ou d'une autre qu'elle soit observée, qu'elle soit reconnue, prise en compte, si des gens sont dans une sorte de performance de soi devant cette... non seulement devant cette tombe, mais pour la caméra en fait, je pense qu'il y a des indices par-ci, par-là, où peut-être il y a comme un trou dans ce regard de surveillance, et où peut-être des pèlerins, on va dire, de la famille, des touristes, essaient de jouer avec ce regard caméra. C'est très peu esquissé parce que je pense effectivement que la caméra reste quand même assez invisible, mais je me demandais aussi si vous avez aussi des réflexions à faire par rapport à aux acteurs de ce film, si on veut, donc aux personnages humains et non humains, effectivement, qui peuplent ces images avant d'ouvrir un peu, parce que je note aussi cette idée de film Slip 2 comme un peu un film charnière potentiellement dans cette filmographie, donc d'ouvrir vers la production plus récente de Radu Jude et qui creuse un peu cette veine. Oui, non, c'est une question intéressante. Alors, je ne sais pas si je pense pas que la caméra qui enregistre ces images soit visible de la part des personnes qui posent et qui sont devant la tombe. Donc il y a une sociologie à faire parce que ces expériences sont très variables en fait. Il y a pas mal de personnes dans la seconde partie du film, surtout l'été, qui font des selfies. Donc je pense que Warhol aurait été très intéressé bien sûr par le selfie, par tous les médias sociaux que l'on connaît aujourd'hui. Il aurait été fasciné par ça. Et je pense que si il y a une sélection qui est faite par Radu Jude quand même malgré tout de tout ça. Donc c'est comme s'il tendait des perches à Warhol mort pour dire voilà, qu'est-ce que tu aurais pensé de toutes ces personnes. Mais il y a aussi un choix aussi. Alors ça j'y ai. Mais bon, quand il a fait le film, puisque j'ai su que la proposition de le mettre en espace a été faite après la projection du film à Locarno, je crois. À Locarno. C'est que en fait, il choisit des personnes très très simples. Les personnes que l'on voit, en tout cas de face ou de dos, c'est des personnes extrêmement simples. C'est pas du tout les paillettes du monde de l'art, quoi. Si vous allez à Louis Vuitton ou bien tous ces endroits, là, la Bourse du Commerce et tout ça, vous allez à un vernissage, c'est pas du tout les mêmes personnes que l'on voit, y compris à une expo Warhol à la Fondation Louis Vuitton, ou maintenant bientôt Cartier à partir du 25 octobre. C'est pas du tout le type d'individu que vous verrez, quoi. Et donc là, moi ce qui m'a intéressé, c'est le contraste en fait entre les personnes qui viennent visiter la tombe de Warhol, qui est quand même classée numéro 1 c'est l'artiste contemporain du XXe siècle le plus cher. Si vous allez aux ventes aux enchères à Christie's, vous verrez que n'importe quelle sérigraphie de Warhol part
somme complètement folle. Et là, ce qui m'a frappé, c'est le contraste justement avec les personnes extrêmement simples qui viennent, c'est peut-être des habitants de Pittsburgh, je sais pas quoi, et le contraste, encore une fois, avec le monde de l'art contemporain, le marché de l'art, etc., m'a beaucoup frappé. Et c'est comme si, alors en même temps je dis ça, mais voilà, j'ai su il y a peu que en fait Rado Jude avait accepté l'idée de faire l'exposition après. Et donc le fait de mettre, d'exposer, prendre la décision d'exposer Sleep 2, dans une galerie indépendante, ça n'a rien à voir avec les institutions que j'ai nommées. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé. Ça serait intéressant de voir comment, justement, j'espère qu'il y aurait d'autres installations sous d'autres formats, avec un autre son peut-être, et de voir comment Rado Jude installerait ces écrans-là, je sais pas, chez Cartier, ou chez Louis Vuitton, ou à la Dogana à Venise, quoi. Oui. Et je repense à un élément qui réunit finalement les deux dernières questions qui ont été posées, mais c'est qu'en regardant le film et puis là en expérimentant l'exposition, il y a un élément quand même qui m'a frappé dans l'idée donc, que tu évoquais, que le film pourrait dialoguer avec le cinéma des premiers temps. On sait la portée funéraire du cinéma des premiers temps, la tension, voire l'obsession pour le fait d'enregistrer la momie d'une présence, une trace à reconvoquer, enfin de faire du cinéma un tombeau, etc. Il y a quand même un geste absolument idiot d'une certaine façon qui consisterait à imaginer de faire un tombeau dans le tombeau. Enfin du coup, pourquoi conserver et enregistrer l'image de quelque chose qui déjà conserve le corps. Il y a un aspect tautologique, là on monte en haut, quoi, vraiment. Il y a une absurdité quoi, du geste qui est hyper drôle, jusqu'à ce qu'on renverse potentiellement la proposition, et je trouve que l'exposition invite encore davantage à penser ça, et où on se dit que finalement ça devient davantage un tombeau pour tous les vivants qui traversent le champ. Et que là, cette idée que le cinéma serait la momie du changement, un endroit pour conserver non seulement le temps qui passe, mais la mémoire de ceux qui étaient vivants et ne le seront plus, opère. Et là, du coup, avec l'effet stèle, mais aussi mise en série, du coup, on est davantage attentif, je trouve, du coup, à ces personnes qui visitent la tombe et qui entrent dans la mise en tombeau d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et je pense que, en fait, il y a eu hier une double séance à Pompidou lors de la rétrospective parallèle où ce film a été mis en dialogue avec The Shrouds, les linceuls de David Cronenberg, son dernier film en date, et qui, je pense, aussi développe une réflexion sur cette aussi pulsion scopique dans la mort, etc. Mais aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit, je me rappelle quand j'étais à Locarno, on était dans une discussion avec Rado Jude et le vidéo-essayiste et théoricien Kevin Billy, qui s'est demandé si peut-être ce ne serait pas intéressant de fractionner ce film plan par plan et de le mettre sur TikTok en fait, avec tous ces plans, toutes ces vues, ces images qui pourraient fonctionner comme des petits reels sur TikTok, et intégrer comme ça une sorte de dynamique entre le format cinéma et le format de la galerie, donc un peu entre la succession du cinéma, la succession des images et la simultanéité qu'on voit là. Ça pour rebondir aussi sur cette idée que la temporalité des images en soi, elle est instable, le référent plutôt. Je ne sais pas ce qui resterait finalement de ce qu'on a dit un petit peu au début, Elodie et moi, sur ce micro-événement en fait qui constitue la... Parce que voilà, si on pense sur TikTok, il faudrait penser là aussi dans une perspective... Je pense que ça pourrait mettre en avant par contre le côté sériel de l'expérience plutôt. Mais c'est vrai que le petit écran là gommerait. Bon, je sais pas ce qu'il a en termes d'attention, même fugace, je sais pas. Enfin,
le geste qui consiste à scroller, moi je le rattache beaucoup aussi à la télécommande finalement. C'est quand même assez proche de la télécommande, et j'ai toujours en tête ce que disait Fellini justement, il disait voilà, qu'on passe d'une chaîne à une autre parce qu'on s'ennuie et qu'il y a une forme de tyrannie finalement. Et après je ne veux pas généraliser les usages de TikTok, d'Instagram et tout ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une violence faite aux images également quand on scrolle, et qui nous empêche finalement de nous arrêter. Alors je ne suis pas du tout pour la décélération ou contre l'accélération, pas du tout. Mais le cinéma de Radu est intéressant parce que précisément, je pense qu'il travaille cette question-là de comment dans l'accélération trouver des moments où il y a des stases, quoi, ou des arrêts ou des brèches, comme dit c'est fort ici présente dans son travail sur Radu. Et ça, voilà, là on est vraiment dans l'interruption, dans la stase, dans le suspens, etc. Donc je sais pas, hein, par rapport à Kevin Billy, je sais pas ce qu'il avait en tête, mais c'est vrai que c'est un autre dépli, quoi. C'est un dépli qui n'est pas spatial comme ici, mais je sais pas du tout quelle expérience cela provoquerait en fait, d'intéressant, quoi. Je pense aussi, avant d'ouvrir, de donner la parole au public, évoquer ce qui vient d'être suggéré en fait par cette période plus récente dans le travail de Radu Jude, qui comprend des films tournés avec un portable, entre autres, et qui travaille au contraire, je dirais, une platitude aussi de l'image, un manque de relief de l'image. En même temps, ça raccorde aussi avec une production plus légère et qui essaie de s'émanciper un peu des dogmes de l'industrie et de trouver, voilà, depuis un moment déjà, de trouver un rythme plus effréné et plus en réaction avec non seulement le présent, l'actualité, mais aussi l'envie de faire des images, l'envie de faire du cinéma. Donc, effectivement, peut-être réfléchir aussi à cette ouverture possible par Slip 2, quoi. Ouais. Donc, juste ajouter là-dessus, pour retrouver la première question du rapport entre cinéma et cinéma exposé, c'est que souvent c'est aussi des moyens pour les cinéastes de retrouver leur travail. Je pensais, j'avais prévu de vous montrer une grande exposition du cinéaste documentariste Xavier Mograbi de Details en 2009 qu'il avait montré dans une galerie d'art et essai sur le site de l'université de Rennes 2 que j'avais vu. Et alors, en fait, c'était une espèce de manière de déplier sa propre filmographie, mais ce film-là, notamment à travers l'expérience sonore que cette installation-là, excusez-moi, à partir de son expérience sonore, avait entraîné Mograbi ailleurs vers d'autres expériences cinématographiques. Donc c'est aussi un mouvement de va-et-vient. Ça me permet juste d'ajouter aussi, on en avait parlé avec Elodie là récemment aussi, c'était le fait que voilà, on n'est pas dans du post-cinéma. Je pense que Radu Jude, il peut convoquer TikTok, il peut faire le téléphone portable, tout ce qu'il veut. C'est pas du post-cinéma, quoi. C'est vraiment du cinéma. Et donc juste par rapport à ça, parce que c'est vraiment un terme qui a une histoire aussi, mais c'est une manière de faire l'économie justement du travail sur cette matière de l'image, sur les rythmes des images et tout ça, qui est fait, sans quoi on ne comprend pas tout à fait ce que fait Radu Jude, si on parle de post-cinéma, je pense. Oui, et peut-être sur les expériences, en effet, mise en scène ou mise en abîme dans les films de Radu Jude qui incluent aussi des images venant des réseaux sociaux, notamment. Il y a une idée qui m'avait marquée de Circe Fort, en effet, qui a fait récemment donc, un mémoire sur la question de la temporalité et des médias chez Radu Jude. Et qui me semble en effet être impactante dans la façon dont ces films nous parviennent aujourd'hui, ces films les plus récents, et qui est notamment qu'on peut finalement utiliser certains termes, certains concepts ou certaines expériences liées aux réseaux sociaux et les appliquer à d'autres types d'expériences. Par exemple, que le scroll peut être importé
et permettent d'éclairer la façon dont les personnages roulent en voiture dans les films de Radujou. Il y a une expérience du scrolling en fait finalement à travers notamment le défilement des images sur la vitre de la voiture ou à travers les actions et les rythmes qu'on peut mettre en place dans notre vie quotidienne et qui sont finalement contaminés par nos activités sur d'autres types d'écrans. Voilà, je pensais à ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques Oui. Merci beaucoup. Moi, je trouve... j'ai beaucoup aimé que vous avez mentionné le mot idiot parce que j'écoutais récemment un interview avec Radu et justement, en fait, il aime bien ce mot. Et moi, je trouve quand même beaucoup d'humour et d'ironie, en fait, dans cette pièce, dans cette œuvre, notamment, justement, ce que vous avez dit, quand même, il y a les références, voilà, aussi, écran, télévision, tuer le temps avec la mort, finalement. Mais aussi beaucoup de criticisme envers la culture occidentale, parce que, voilà, je ne suis pas non plus de l'Europe occidentale, donc je vois quand même aussi ce genre de tension, ici un criticisme, notamment par rapport au système voilà, de la production de cinéma, et aussi tout ce que Warhol représentait, et que je trouve c'est quand même très très drôle de voir Warhol, Warhola, dans une performance qui dure jusqu'à l'éternité, parce que il est mort là, et que du coup... Enfin, c'est un peu comme le summum de ce qu'il voulait devenir, une sorte d'icône d'éternité absolue. Et du coup, voilà, c'est comme s'il avait une chaîne de télé 24 heures sur 24, live, et que finalement, en fait, il a compris ça. Et du coup, voilà, moi, ça me fait quand même beaucoup aussi rigoler en voyant ça justement dans ce contexte d'art contemporain. Voilà, des gens chic cultivés qui vont venir voir en ayant toutes ces références et que finalement, oui, effectivement, les figures principales du film, du coup, c'est les gens, c'est n'importe qui. Enfin, absolument. Voilà. D'autres remarques? Alors, justement... il y a une... Bonjour. Je me posais la question qu'on n'a pas beaucoup évoquée encore dans cette discussion. Après, c'est le fait de parler de TikTok qui m'a pensé à ça, parce que vous avez parlé de TikTok comme la chose qui scrolle, mais TikTok, c'est aussi des images qui tournent en boucle. Et pour le coup, une des choses que le fait d'avoir mis ce film dans cet espace-là a fait au film, c'est de le diviser en 4 parties, mais 4 parties qui sont en boucle. Donc, je ne sais pas si vous vouliez, je ne sais pas trop quoi dire de ça encore, mais cette question de bouclifier les parties du film, je trouve ça intéressant quand même. Oui, non, je réponds juste parce que c'est une question que j'ai posée à Tatiana en arrivant. Parce qu'en fait, savoir si les 4 parties sont de la même durée, apparemment non. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a une boucle, en fait, on n'est jamais, c'est jamais la même expérience qu'on a dans l'espace d'exposition. Et ça, c'est très important, je pense. Si le film et si les 4 écrans étaient divisés en 4 fois 15 minutes, voilà, on aurait le début et puis la fin au même moment. Donc, ça serait une boucle assez homogène. Alors que là, il y a vraiment une circulation entre les films et le spectateur ou la spectatrice, enfin, le visiteur ou la visiteuse, ne fait jamais la même expérience. Donc ça, c'est à mon avis... Et du coup, ça casse aussi l'idée du temps réel, quoi, de l'enregistrement. C'est pas un temps uniforme ou homogène. Donc ça, je pense, c'est un des intérêts, je pense, de l'installation, c'est de casser justement cette idée que le temps de l'enregistrement, y compris d'une image de vidéosurveillance, qui rappelle la vidéosurveillance, est homogène. Et là, je pensais notamment je voulais vous montrer une installation que j'aime beaucoup de Harun Farooqui, j'y ai pensé parce qu'il a son plan Warhol.
comme dit Farokhi, parce qu'en fait, c'est l'installation sur la Coupe du Monde 2006, où il y a 12 pistes qui filment la finale de la Coupe du Monde donc, de 2006 France-Italie, qui se déroulait à Berlin, suivant 12 perspectives différentes. Et notamment, vous avez, c'est ici, là, enfin, je ne peux pas voir, mais à gauche, le deuxième écran à gauche, c'est la vue du stade olympique de Berlin en plan fixe, depuis une terrasse d'une dame qui habite Berlin, qui a vue sur le stade olympique de Berlin. Et le plan dure, parce que le match était assez long, ça allait jusqu'au pénalty, comme vous savez, et donc ça fait 180 minutes à peu près. Voilà, pendant 180 minutes, on a le stade olympique de Berlin, mais entouré d'autres images qui viennent compliquer en fait le temps, de ce temps en apparence linéaire, quoi. Et de même, en contrepartie, en fait, le temps du direct télévisuel est lui-même complètement contrarié, quoi. C'est un temps qui est beaucoup plus feuilleté qu'homogène ou uniforme, comme on peut le penser. Et là, alors, Radu Jude, il choisit Warhol, mais là, que fait Farokhi? Il choisit l'événement le plus vu au monde, en termes de télévision, quoi. La Coupe du monde de football, France-Argentine, c'est 1,2 milliard en direct, quoi. Voilà. Donc voilà, pour revenir à votre question, oui, c'est une excellente question, parce que ça détermine complètement notre affect. Et vous pouvez revenir, alors, c'est jusqu'à quand l'exposition? 9 octobre, 8 octobre On finit cette semaine. Cette semaine, ah, d'accord, ok. Donc jusqu'au 3, 4. Et donc voilà, si vous revenez, je pense que vous n'aurez pas la même, moi aussi, si je reviens, je n'aurai pas la même expérience que la première fois, quoi. Et puis ça permet aussi, j'ai l'impression, de faire surgir quelque chose qui est sensible aussi dans l'expérience du film, qui est que le temps linéaire est en même temps jalonné de temps cycliques. Donc notamment des alternances jour-nuit, mais il y a aussi 4 cartons qui impliquent les 4 saisons, et donc l'idée d'une circularité saisonnière aussi des choses. Donc finalement, il y a cette tension en effet, entre le linéaire et le circulaire dans le film, et que l'exposition fait rejouer encore autrement. Merci à tous les trois pour la discussion. Moi j'avais aussi une question, une remarque sur un des points qu'on n'a pas encore abordé. Vous avez évoqué plusieurs fois le film de Radu comme étant une adaptation du film de Warhol. Il me semble que vous êtes évidemment revenu beaucoup sur la question pour le nuancer. Il me semble qu'une des dimensions qui n'apparaît plus, c'est le changement de genre, en tout cas entre les deux films. Le film de Warhol est quand même fait partie du genre du portrait, c'est un portrait de son amant John Giorno, et ici, dans le film, il n'y a plus du tout de figure humaine, en tout cas certainement pas en gros plan, souvent de dos d'ailleurs, et cette dimension de filmer le corps humain, en gros plan, est plus possible, et pour cause, puisque le tabou des cadavres dans la société, dans la culture occidentale rend impossible ce genre de plan qui peut-être aurait intéressé à l'idée. Donc voilà, cette question du portrait a disparu de l'adaptation, en tout cas de la poursuite, ce que vous aviez proposé aussi. Comment est-ce que vous considérez cette question? Est-ce que aussi la question de la déliaison, le rapport entre le point de vue... il y a une sorte d'inversion aussi entre les films, le sujet, la personne qui signe le premier film devient l'objet, même si on ne le voit pas à l'écran, en tout cas symboliquement, du second. Comment est-ce que ces rapports filmeur-filmé, cette question du portrait qui devient une sorte d'autoportrait finalement, reconfigure selon vous le film, et comment est-ce que Radu lui-même peut trouver une place dans cette question? Est-ce que le film devient aussi une forme de, comme très souvent dans les autoportraits, aussi des portraits d'autoportraits aussi de la personne qui filme? Enfin voilà, comment est-ce que toutes ces couches se superposent selon vous dans le film? Non, c'est bien que tu poses cette question. Moi, j'ai fait des recherches là, en préparant cette séance, et je me suis souvenu de l'expérience en fait de Sleep, qui était destinée à être montrée dans la Factory pendant les fêtes. Alors, il y a eu une première projection, parce que c'est du 16 mm, en fait, Warhol avait une caméra Volex 16 mm, donc ça a été projeté la première fois, il n'y avait que 9 spectateurs. Donc c'était une diffusion très réduite, mais il avait aussi le souhait de montrer ça dans sa galerie, et donc, dans sa factory, pardon, donc là, oui, son atelier en fait. Et il avait
c'était un commentaire que j'ai lu d'un historien de l'art qui disait, en fait, qui a connu Warhol, qui disait que c'était aussi une manière, par rapport au portrait dont tu parles, non pas de créer une identification à John Giorno, mais de s'interroger en fait sur cet état entre veille et sommeil, quoi. Et que finalement on serait tous dans la factory, dans ces fêtes de la factory, aussi un peu comme des automates, pas forcément conscients de nos propres gestes, dans un état de semi-veille, et que la diffusion comme ça en continu aurait pour vocation à avoir un effet rétroactif en fait sur les spectatrices et spectateurs à l'intérieur de ce dispositif qui était la factory, en fait, qui était un lieu pas forcément de concentration sur des images. Voilà, ça c'est le premier point que je pourrais évoquer. Et puis l'autre élément aussi que je parle aussi d'un commentateur dont j'ai oublié le nom là, qui m'échappe, je crois que je l'avais noté mais j'ai oublié, qui évoquait la dimension aussi sensuelle de Sleep, et que John Giorno étant très très beau, il y avait une dimension presque sexuelle, érotique, par-delà l'homosexualité. Et ça, Warhol souhaitait absolument sentir la sensualité de son compagnon, mais sans soit réduit finalement à un amour homosexuel, quoi. Voilà, là je réponds plus sur Sleep. Peut-être que Elodie, tu peux répondre sur le Sleep 2. Oui, après c'est vrai que on parlait de filiation avec tout ce corpus de Warhol, mais ça dialogue peut-être davantage avec Empire à cet endroit-là par ailleurs plutôt que Sleep directement, quoique même si en effet la question du portrait elle est essentielle, il me semble que le film de Radoujud il insiste aussi sur l'idée que c'est des tranches de temps autour d'une action. Donc le temps du sommeil, le temps d'une fellation dans Blowjob, le temps d'enlever et d'un coucher de soleil dans Empire, etc. Et là, du coup, l'affiliation est peut-être plus nette à cet endroit-là. Mais néanmoins, sur cette question du portrait, et d'ailleurs, à cet endroit-là, c'est peut-être moins le film ou l'expo de Radoujud que le geste de Erskine, qui est délirant, en effet, dans l'idée de renverser le geste et que Warhol soit plus le filmeur, mais le filmé, l'objet du regard. Mais cela dit, le film de Radoujud, à cet endroit-là, en effet, il trace un autre type, si ce n'est de commentaire, mais du moins d'un geste qui fraye avec de l'ironie, en même temps aussi j'ai l'impression avec une sorte de mélancolie sur le fait qu'on martèle le nom de l'auteur, parce qu'on fait quand même que lire ça, Andy Warhol, et dont sa déformation aussi Warhola, et donc on est dans une espèce de prise de face à face constant avec le nom d'un auteur qui est privé de sa puissance octoriale, de fait il est mort. et à la fin du film, donc ça c'est moins sensible dans la boucle exposée, mais à la fin du film, il choisit de terminer sur l'hiver avec beaucoup de plans qui sont sous-exposés, où l'inscription s'efface complètement, donc les tombes sont recouvertes et le nom devient invisible, ce qui est une autre façon, enfin en tout cas moi je me suis posé la question, mais une autre façon de suggérer l'effacement du nom de l'auteur dans le geste du film de Radoujud, dans le geste de Erskine et dans la mort, enfin un point. Si je peux me permettre juste un mot par rapport à ça, parce que en fait, peut-être on peut aussi lire ou entendre un passage du portrait vers nature morte, mais en anglais c'est still life. Oui. Et je pense que c'est peut-être pas anodin en fait, ou ce serait intéressant justement aussi d'écouter en fait les images dans ce sens, dans ce passage. Mais cela dit, en effet, il y a quand même c'est aussi un geste, donc on peut tout à fait comprendre la postérité warholienne du geste, mais notamment, c'est une sorte de time capsule, quoi. Mais oui. Une dernière question à nos invités. Je crois que c'est pas le cas présentement, ça va être très rapide, je crois que c'est pas le cas présentement, mais une des choses de cette expo, c'est aussi qu'elle est filmée elle-même en direct et diffusée en direct. Ce qui
Et je me demandais à quel point vous preniez ce geste-là au sérieux. Parce que ça semble être une blague, mais en même temps, on a beaucoup dit aujourd'hui que en fait, les blagues c'est sérieux et que l'humour c'est important. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus sur ce. Je crois que c'est, je sais pas si on est, ça sera rangé là. Et on va filmer maintenant. Si c'est le cas, je vais prendre. Voilà, je sais pas si c'est encore quelque chose. Moi aussi j'ai remarqué, c'est la première chose que j'ai remarqué en rentrant dans la galerie, c'était la caméra. Et donc c'est une question que j'ai posée à Thomas et Tatiana, de savoir si on était filmé et comment. Apparemment c'est sur YouTube, c'est pas enregistré mais c'est en direct, ça passe un stream comme ça. Et il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Est-ce que c'est une décision que vous avez prise en tant que galeriste ou c'est... D'accord. Ouais, et Radou Joud était d'accord. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Vous avez parlé un peu du rapport avec l'extérieur et en Voilà. fait on a voulu reprendre et mettre cette boucle. Juste rentrer dans l'internet par le biais de cette caméra. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec l'idée de l'humour en fait, parce que je pense que l'humour c'est pas forcément les blagues et tout ça, c'est aussi complexifier un rapport qui semble entendu avec les durées quoi. Et que finalement on peut à l'infini d'une certaine manière dédoubler, multiplier les temps et temporalités réelles. C'est pour ça tout à l'heure j'ai donné l'impression de quand je disais je vois pas tellement l'intérêt qu'il y a à transposer cette exposition en TikTok, mais c'était pas contre les médias sociaux, c'était juste pour faire. Je pense que justement le geste artistique, mais sans sacraliser l'auteur, ça consiste à sans cesse un peu retourner, renverser les attendus ou les idées reçues que l'on peut avoir par rapport même à la surveillance ou à ce genre d'expérience que l'on rabat tout de suite effectivement à des dispositifs de pouvoir, mais qui peuvent aussi être très drôles de par leur renversement ou leur retournement quoi. Là, typiquement, ça doit être très drôle de nous voir converser depuis une heure sans son. Sans son. Avant de remercier nos deux invités, juste deux choses. Donc l'exposition Slip 2 dure jusqu'au 4 octobre. Elle s'enchaîne après avec une autre exposition de Radu Jude d'après son film de montage, là aussi The Exit of the Trains, la sortie des trains, qui cette fois parle d'un autre sujet, depuis une autre dimension. Et le 9 octobre, il y aura un vernissage ici même en compagnie du cinéaste et de Pip Chodorov. Deuxième information, on a quelques exemplaires de l'almanach graphique de 2023 où on trouve un très bon mini dossier sur Radu Jude et du livre très récent Radu Jude, la fin du cinéma peut attendre, édité par les éditions de l'Œil en collaboration avec FID Marseille et le Centre Pompidou. Et sinon, ce soir, on enchaîne aussi avec une projection 35 mm à l'archipel de Traité de bave et d'éternité d'Isidore Izou, film fondamental présenté par Radu Jude et suivi d'une discussion avec Occitan Lacurie et Moritz Pfeiffer. Merci à vous, Elodie, Dork, à vous toutes et tous. Ça va? Ouais.